qu'ils appellent. Et notre invité politique ce matin, c'est Philippe Juvin. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le chef des urgences à l'hôpital Pompidou à Paris. Vous êtes également maire de la Garenne-Colombes. Et on va parler également du rôle des maires dans cette crise sanitaire. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. Les journaux régionaux de l'Est de la France. Philippe Juvin, Jean Castex a donc annoncé hier soir le reconfinement de 16 départements, dont tous les départements de l'Île-de-France. Mais c'est un reconfinement un peu hybride, avec des écoles ouvertes, des autorisations de sortie sans vraiment de limite de temps. Est-ce que ces mesures sont suffisantes pour vous ? Pour être très franc, je ne sais pas parce que je n'ai pas compris tout ce qui a été présenté hier. C'était pas très clair. On attend, je pense, le décret. Il doit y avoir un décret qui va être pris ce matin, publié. Et par expérience, vous savez, je suis maire également, ainsi que médecin. J'ai toujours noté qu'entre les annonces de la veille, par voie de presse, conférence de presse et la publication de décret le lendemain, il y avait toujours une différence abyssale entre ce qui était annoncé et ce qui était autorisé réellement. Donc il faut lire le décret de ce matin. Franchement, je ne sais pas ce qui a été décidé. Oui, est-ce que c'est pas quand même de nature à poser problème ? C'est-à-dire qu'au final, après une heure de conférence de presse de Jean Castex, on ne sait toujours pas ce qui va se passer. Écoutez, ce que j'ai compris, quasi certainement comme tout le monde, c'est qu'on ne pouvait pas aller d'une région à une autre. Ça semble assez clair. Pour le reste, quels commerces peuvent être ouverts ? Je n'ai pas encore compris. Est-ce que les coiffeurs peuvent être ouverts ? Est-ce que... On avait compris que non. Visiblement, Gabriel Attal dit le contraire ce matin. D'accord. Est-ce que on va avoir, comme au mois de novembre, souvenez-vous, ces supermarchés dans lesquels certains rayons seront interdits alors que d'autres seront autorisés ? Enfin, il faut... Voilà, je ne suis pas capable de décrypter la pensée profonde du gouvernement sur une seule conférence de presse. Est-ce de nature à faire baisser la pression chez vos collègues des services de réanimation ? Alors à partir du moment où on a du mal à savoir précisément ce qui va se passer, j'ai du mal à vous répondre. Je ne sais pas vraiment répondre à cette question parce que ce qu'on a montré scientifiquement, c'est que le confinement, dès lors qu'il est strictement appliqué, a des effets qui sont des effets qu'on a pu observer au mois de mars il y a 1 an. Souvenez-vous, ça a mis facilement 4 à 5 semaines à avoir des effets significatifs. Là, comme on est dans quelque chose manifestement de très intermédiaire, je ne sais pas répondre à votre question, mais le vrai sujet, c'est qu'on est face à un aveu d'échec. C'est-à-dire que cette politique qui a consisté à agir par intuition depuis maintenant 2 mois ou 3 mois en disant, souvenez-vous, le slogan du gouvernement, c'était de dire on croise les doigts. On croise les doigts et puis on attend que quelque chose se passe, une sorte de pensée magique. Ça, manifestement, c'est un échec puisque on voit bien qu'on est débordé. En réanimation, il faut comprendre que depuis lundi soir, nous avons en Île-de-France passé le cap du pic du mois de novembre. Donc nous sommes déjà sous l'eau. Mais est-ce que le médecin que vous êtes, ce matin, dit ce sont des mesures que j'attendais. On a bien compris que vous les comprenez pas, qu'elles ne sont pas très claires. Mais est-ce que le médecin que vous êtes est soulagé, se dit que ça ira mieux dans les prochaines semaines, ou est-ce que ce matin, il est toujours dans l'incertitude, dans l'expectative ? Encore une fois, je pense qu'on est dans des demi-mesures, un peu comme depuis quelques mois. Donc, je ne connais pas les effets de ces demi-mesures. J'ai une certaine inquiétude, parce qu'on voit bien qu'on est dans quelque chose de très, très dur au plan sanitaire. Les l'hydréa, j'en ai parlé. Je vous rappelle qu'on a commencé à déprogrammer des patients. C'est-à-dire qu'il y a des interventions chirurgicales justement, ça a des conséquences. Peut pas faire. Et oui. On est à combien de déprogrammation en pourcentage ? En Île-de-France, on nous a demandé de nous apprêter à faire 40 ou 50% de déprogrammation. Mais en fait, on a déjà commencé. Il y a un travail qui a été publié par des Anglais il y a maintenant quelques mois, lors de la vague du mois de mars, et qui montre la chose suivante. Quand vous prenez le nombre de nouveaux cas de cancer, ou le nombre de nouveaux cas de maladies du cœur ou de diabète et même de dépression. Ça a été fait sur ces 4 pathologies qui sont diagnostiquées au mois de mars 2018. C'est à ce niveau-là. Au mois de mars 2019, c'est à ce niveau-là. Et les nombres de nouveaux cas au mois de mars 2020, c'est la moitié. Donc ça signifie qu'on a eu au mois de mars, et on va avoir le cas cette fois-ci, dans la nature, la moitié des cas de cancer, la moitié des cas de maladies du cœur ou de diabète qui sont dans la nature, qui ne sont pas traités, qui ne sont pas identifiés. Donc vous imaginez bien que si vous laissez traîner une maladie cancéreuse
pendant 3, 4, 5, 6 mois de plus, oui, eh bien... on perd des chances de... Ah oui, d'un côté, vous avez des patients qui n'avaient pas de métastase. 6 mois plus tard, vous les récupérez. Vous avez le même patient qui a déjà une maladie qui a progressé. Et donc, les chances de survie sont altérées, etc., etc. C'est pareil pour les maladies du cœur. Et donc, il faut bien comprendre que dans cette crise, on a 2 types de victimes. On a les patients du Covid, évidemment, avec le risque de ne pas pouvoir les admettre en réanimation parce qu'on n'a plus de place. Et puis, on a tous les autres patients qui n'ont pas le Covid, mais qui souffrent de la désorganisation. Je peux vous le faire aussi sur ce qu'on appelle les arrêts cardiaques. Vous êtes dans la rue, vous avez une douleur thoracique, vous effondrez. C'est là qu'il faut faire le massage cardiaque et mettre un défibrillateur. Eh bien, en région Île-de-France, ou plus exactement Paris, Petite Couronne, lors du confinement du printemps, ça a été publié par des équipes de mon hôpital, on a montré qu'il y avait 100% d'augmentation de l'arrêt cardiaque. Pourquoi ? Parce que des organisations du système, parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment de moyens médicaux pour traiter tout le monde. Donc, le sujet de santé publique est absolument majeur. Donc, concrètement, là, aujourd'hui, on a malheureusement le décompte quotidien des morts du Covid. Vous nous dites qu'il y aura une surmortalité énorme qui ne sera pas forcément liée au Covid. C'est le contraire. Vous avez absolument raison. Et peut-on faire le compte de cette surmortalité liée à la désorganisation du système, etc. Oui, il y a un autre travail qui a été publié, je crois, dans le JAMA, qui est le journal de l'Association américaine des médecins, qui a dû être publié, je crois, à l'automne, et de mémoire donnait le chiffre de 38%. C'est-à-dire que les patients du Covid qui sont estampillés Covid, dont on vous donne le chiffre tous les soirs, représenteraient, dans cette étude certes faite pas en France, mais dans un pays de même niveau sanitaire, ce n'est que 38% de tous les morts de l'épidémie. Vous voyez qu'on est face à quelque chose qui est absolument majeur et des chiffres comme ça, je peux vous en donner plein. Donc oui, on est face à une désorganisation du système. Quelle serait la solution en France ? On la connaît en fait, c'est ça qui est très irritant, c'est qu'on fait semblant d'eux. Mais plus vous vaccinez la population, plus évidemment vous gagnez des vies et vous gagnez du temps. On le voit d'ailleurs actuellement, il y a un rajeunissement des patients de réanimation en France. On a une moyenne d'âge qui est aux alentours de 61 ou 62 ans. Là où il y a un an, on était plutôt à 66, 67 ans. Eh bien, ces 5 ans, ça peut paraître peu, mais en moyenne, c'est considérable, sont expliqués par un certain nombre de phénomènes, dont la vaccination des plus âgés. On va revenir sur la vaccination, mais c'est intéressant ce profil des patients en réanimation. Donc vous nous dites qu'il y a un rajeunissement. Est-ce qu'il y a aussi un autre type de profil ? Dans la première vague, on parlait beaucoup des comorbidités. Est-ce que là, c'est toujours le cas ou est-ce que ce sont des patients avec un profil complètement différent de ceux de la première vague ? Alors c'est toujours le cas. On a des patients donc plus jeunes, vous l'avez compris. Le chiffre même, c'est qu'en gros, un quart des patients de réanimation ont moins de 50 ans. Donc on est sur une population qui est plus jeune, et ce sont des patients plus jeunes avec des comorbidités, bien sûr. Alors évidemment, il y a toujours des histoires avec des patients de 30 ou 40 ans qui n'ont pas de comorbidité, mais ça existe en médecine. Mais c'est marginal. Mais en tout cas, massivement, des patients plus jeunes qu'il y a un an, toujours avec des comorbidités. Et ce fameux variant britannique qui donne en fait une pathologie qui dure plus longtemps, et c'est parce qu'elle dure plus longtemps qu'elle est plus contagieuse, parce que vous crachez du virus plus longtemps, et parce que vous faites sur une durée plus longue un risque plus important de complications. Mais juste concrètement, parce qu'on entend beaucoup qu'elle est plus contagieuse. Elle est plus contagieuse comment ? Est-ce qu'elle est plus contagieuse parce qu'il ne faut pas avoir le mètre de distance ? Est-ce qu'elle est plus contagieuse parce qu'il n'y a plus l'histoire des 15 minutes ? En quoi elle est plus contagieuse ? Alors d'abord, vous savez, en médecine, on observe d'abord les choses. Donc on observe qu'elle est plus contagieuse, premièrement. Pourquoi ? Ça, c'est une deuxième explication. On n'a probablement pas toutes les explications, mais une des explications, c'est que comme je reste malade plus longtemps, eh bien, j'ai plus de chances de cracher du virus à votre figure et donc de vous rendre malade vous. Donc, c'est une des explications. Les transferts, ça ne fonctionne pas ? Alors les transferts, d'abord, c'est indispensable. Au mois d'avril, j'avais... comme on dit, pousser un coup de gueule en disant qu'il fallait transférer massivement. J'avais appelé à des trains et des avions sanitaires massivement vers la France, mais vers l'Europe. Parce qu'à l'époque, souvenez-vous, il y avait des tas de pays de l'Union dans lesquels il y avait de la place. On ne l'avait pas fait. Voilà, c'est comme ça, parce qu'en France, on a toujours du mal à faire des choses. C'est indispensable parce que ça nous redonne un peu d'oxygène. Sauf que, premièrement, à la différence du mois de mars dernier en Île-de-France, je parle de l'Île-de-France, pardon, pour un représentant de la presse régionale, mais l'observation, c'est qu'il y a plus de régions impactées
qu'elle ne l'était il y a un an, donc on a moins de capacité à transférer dans d'autres régions. Et deuxièmement, on a fait le travail la semaine dernière, à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, a été étudiée la capacité de transfert des patients d'Île-de-France vers la province. En fait, seulement 10 à 11% des patients étaient médicalement éligibles. Pourquoi éligibles? Pourquoi? Parce que transférer un patient, c'est quelque chose de difficile. Ce sont des patients qui sont très fragiles. Et donc, on estime que 1 sur 10 seulement pouvait être en état d'être transféré. Et là-dessus, quand vous rajoutiez une deuxième condition, c'est l'acceptabilité des familles, qui peuvent dire oui ou non. Eh bien, on tombait très très bas avec, je crois, un seul patient dont la famille avait dit oui. Donc ça signifie que c'est illusoire de penser que la question des transferts va résoudre la question. Elle nous donnera un peu d'oxygène et c'est très précieux et il faut le faire le plus possible parce qu'en fait, on est à quelques lits de réanimation près. Vous comprenez que ça se joue à rien. Au mois de mars dernier, je me souviens qu'il y a même un soir où il n'y avait plus qu'un lit de réanimation dans toute l'Île-de-France. Donc aujourd'hui, il y en a combien de disponibles? Aujourd'hui, on a un petit volant de sécurité qui doit être d'une centaine de lits. Ouais. Mais 100 lits, c'est quoi? Si demain, si en sortant devant le Sénat, il y a un accident avec 5 blessés graves qu'il faut aller en réanimation, ils n'ont pas le Covid, ces gens-là. Et pourtant, il faudra qu'ils aillent en réanimation. Donc comprenez que pendant que le Covid progresse, il y a aussi les autres pathologies qu'il faut continuer à prendre en réanimation. Mais là, qu'on soit bien clair, les transferts à l'heure actuelle, ça ne marche pas. C'est ce que vous nous dites. Non. Il y en a. Mais n'attendez pas un miracle. Le gouvernement nous disait qu'il y en aura des centaines de patients qui seront transférés hors d'Île-de-France. Il y a combien de transferts là? Écoutez, M. Attal, la semaine dernière, a dit on va faire une centaine cette semaine. Écoutez, vous savez, ils sont tous à nous donner tellement de chiffres en permanence qui se contredisent d'ailleurs d'un jour à l'autre. Sur les vaccinations, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ben là, c'est pareil. On a l'impression que la communication suffit comme action politique. J'ai dit que j'allais faire des centaines de transferts, donc voilà, c'est fait. Non, c'est pas comme ça la vie. Il faut vraiment différencier la communication, surtout quand elle est un peu mensongère comme celle-ci, qu'elle a tendance à dire que tout va bien, et les faits, non, ça va être beaucoup plus difficile. Et vous avez un chiffre de transfert ou pas du tout? C'est difficile à chiffrer. Je ne l'ai pas. En tout cas, ça ne sera pas ce qui nous a été annoncé. D'accord. Et juste, vous nous parlez, ces transferts, ça ne marche pas, c'est pour des raisons médicales ou c'est le fait qu'il y ait l'acceptation des familles qui soit demandée, contrairement au mois de mars, qui joue beaucoup? Les deux, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il ne faudrait pas demander l'avis aux familles? Ah non. D'abord, les patients intubés, ventilés, fragiles, avec des troubles amputés hémodynamiques qui font quand vous les bougez, c'est compliqué. Quand vous interrompez la ventilation, c'est compliqué parce que vous perdez quelques points de pression artérielle en oxygène. Donc, ce sont des transferts qui sont extrêmement subtils. C'est vrai qu'on a des médecins du SAMU qui les accompagnent, c'est vrai qu'on médicalise des trains, mais ça reste très, très, très difficile. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y en a que 10% qui sont éligibles. Ce qu'on fait maintenant, c'est quand les patients arrivent en réanimation, on prévient les familles qu'on pourrait être obligé de transférer pour que les familles comprennent. Mais je comprends. Un patient qui arrive à Paris, qui est hospitalisé en réanimation et puis qui va se réveiller, je ne sais pas moi, à Bordeaux, c'est compliqué pour lui, c'est compliqué pour la famille. Mais il faut le faire tant que c'est possible, parce que c'est un petit volant de sécurité. Mais est-ce que vous nous dites le risque de saturation est là? Est-ce qu'on se retrouve face à un risque dans quelques jours, dans quelques semaines, de devoir trier des patients? D'abord, le tri en médecine, on le fait toute l'année et en permanence. Quand vous êtes de garde, en réanimation, et que vous avez un lit de libre dans votre unité, et que le SAMU vous présente 2 patients, vous triez, vous choisissez l'un plutôt que l'autre. Ça, donc, on le fait. La question est de savoir sur quels critères on le fait et si on va être obligé demain de ne pas mettre en réanimation des patients qui habituellement iraient en réanimation. C'est ça la question. Oui, c'est évidemment un risque. D'ailleurs, ça nous est arrivé au mois de mars. Au mois de mars, très clairement dernier, 2020, il y a des patients qui ne sont pas allés en réanimation alors qu'en temps normal, ils seraient allés en réanimation. Tout le monde le sait. Et il suffit de regarder un certain nombre de critères, en particulier les caractéristiques, par exemple, des patients. On sait bien qu'il y a des patients qui ont été aussi triés sur l'âge. Donc, moi, ma double inquiétude, elle est à la fois de ne pas pouvoir soigner tous les patients du Covid, mais aussi de ne pas pouvoir soigner tous les patients qui n'ont pas le Covid. Vous avez bien compris qu'il y a les deux sujets. Ça, on a bien compris, mais vous dites, tout le monde le sait, le gouvernement a dit qu'il n'y avait pas eu de tri des patients lors de la première vague. Vous dites que oui, il y en a eu? Oui, enfin, vous savez, le gouvernement vous a dit qu'il n'y avait pas de problème avec le masque, le gouvernement vous a dit qu'on ne pouvait pas ouvrir de lits de réanimation, et le gouvernement
vous a dit qu'on allait avoir en fin mars 9 millions de vaccinations, c'est M. Véran le 21 janvier, alors que M. Castex ou M. Attal parlaient de 15 millions. Donc je ne sais pas ce que signifie ce que le gouvernement dit. On va parler de la vaccination. Donc, depuis l'investiture de Joe Biden, 20% des Américains sont vaccinés. C'est à peu près 2 800 000 par jour. Qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi ça ne va pas assez vite et comment accélérer? Il y a deux choses. D'abord, on n'a pas commandé assez de vaccins. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus. Mais, et vous avez raison de me permettre de le dire, quand on compare tous les pays de l'Union européenne, tous ont reçu la même quantité de vaccins proportionnellement à leur population et à la même date. Eh bien, malgré cela, nous les Français, nous sommes toujours, depuis le début de la vaccination, dans le peloton de queue. On est dans le dernier tiers des pays de l'Union. Donc on a, outre la question des livraisons qui ne sont pas suffisantes, on a une question logistique très française. La question logistique, c'est que nous ne sommes pas organisés. Et moi qui suis maire et qui ai un vaccinodrome dans ma commune, je me souviens que M. Véran nous explique fin décembre ou début janvier que les vaccinodromes, ça ne sert à rien. D'ailleurs, il n'y croit pas. Ouais. On se demande pourquoi. De toute façon, dans cette gestion de la crise, on est dans « je crois »,« je pense » ou « je suppute ». Enfin, c'est pas comme ça qu'on gère une crise. Et la logistique ne suit pas. Encore une fois, en tant que maire, mes services municipaux ne cessent de prendre des rendez-vous et de les annuler depuis 2 mois. On ne sait pas combien de vaccins on va avoir la semaine prochaine. Peut-être que ce soir, on va avoir un coup de fil du préfet qui va nous dire il faut ouvrir en urgence le vaccinodrome dimanche, alors que ce n'est pas prévu, parce que vous avez 200 doses en plus. Il y a une anarchie totale de l'organisation. Il aurait fallu faire quoi? Il est encore temps de le faire. S'appuyer sur des logisticiens privés, il y a des gens dont c'est le métier, ou l'armée. Les Allemands, les Italiens, les Anglais, les Américains même ont nommé un général à la tête des opérations d'organisation des choses. Pourquoi? Parce que les militaires s'y connaissent un peu en logistique. Et vous dites qu'il est encore temps de le faire. Ça veut dire que ce matin, vous dites au gouvernement, mais appelez l'armée pour gérer la logistique sur les vaccins? Je dis au gouvernement, soyez un peu professionnels. Arrêtez cette anarchie qui fait que on ne sait pas où est votre colonne vertébrale. Il y a une désorganisation absolument totale. On ne sait pas qui est le chef. D'ailleurs, vous avez bien vu hier, on n'a rien compris quand il y a eu les annonces. Moi, je pense que l'approximation permanente sur les annonces, le nombre de vaccins qui vont être faits à telle date, varie d'un jour à l'autre ou même à l'intérieur d'une même journée entre 2 ministres. J'ai tous les chiffres qui ont été donnés depuis 3 mois, c'est délirant. Enfin, chaque fois qu'un ministre ouvre la bouche, il donne un chiffre différent du précédent. Ce qui leur permet chaque fois de dire « Ah ben oui, on l'avait bien dit ». Ben oui, c'est vrai que dans la litanie des chiffres, il y en a toujours un qui est bon. Et deuxièmement, sur l'organisation elle-même, il faut à la fois s'appuyer sur des gens dont c'est le métier, ce qui n'est pas le cas. La haute administration a beaucoup de qualité, mais ce n'est pas une administration de logistique. Et deuxièmement, il faut faire confiance aux maires. Pourquoi? Parce que les maires, ce sont des gens qui sont débrouillards. Il y a 36 000 maires en France, donc il y a 36 000 mairies. Mais on peut déjà ouvrir 36 000 centres de vaccination. Vous dites à n'importe quel maire de n'importe quelle commune, même la plus petite de France, ouvrez un centre de vaccination dans votre salle municipale, il le fera. Avec quel personnel? Il se débrouillera. Parce que, encore une fois, ce sont des gens qui savent faire. Il trouvera une infirmière, un médecin, actif, à la retraite, peu importe. Et ça leur permettra d'agir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est ça qu'il faut faire. Tant qu'on n'aura pas passé ce cap qui consiste à dire on vaccine, on vaccine, on vaccine, eh bien on n'y arrivera pas. C'est malheureusement assez simple. En parlant de vaccination, on sait qu'il y a une réticence chez les soignants à se faire vacciner. Il y a moins de la moitié. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 41% de soignants qui sont vaccinés. Est-ce que vous dites qu'il faut la rendre obligatoire ? Et est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, quand on va à l'hôpital pour un problème de genou, pour un problème de cœur, on risque d'attraper le Covid? C'est devenu une maladie nosocomiale. Alors d'abord, moi, je veux dire ici que je trouve absolument scandaleux cette petite musique qui, depuis 2-3 semaines, circule de la part des autorités, qui consiste à dire, regardez, en fait, les soignants sont responsables, les méchants ne veulent pas se faire vacciner. Parce que c'est un peu facile. Donc moi, je dis les choses très simples. Autant je crois que c'est indispensable de se vacciner contre la grippe parce que c'est un vaccin pour lequel on a du recul depuis plusieurs décennies, extrêmement robuste. Là, il faudrait le rendre obligatoire. Sur la Covid, on est sur un vaccin qui est relativement récent. Donc moi, je suis contre l'obligation du vaccin contre la Covid. Mais, pardon, avant de contraindre les gens, il faut m'expliquer pourquoi il n'y a toujours pas eu, nous sommes fin mars, il n'y a toujours pas eu une seule campagne officielle
pour persuader les gens de se faire vacciner. Il y a un clip qui circule gouvernemental, plein larmoyant et plein de sentimentalisme à la petite semaine d'une grand-mère qui embrasse ses petits-enfants. C'est très sympathique, ça a une semaine. Mais pardon, quand on ne veut pas se faire vacciner, on ne veut pas se faire vacciner pour des raisons qui consistent à dire qu'il y a des effets secondaires que je crains, etc. Eh bien, c'est cette réponse qu'il faut apporter. Où est la campagne de vaccination officielle qu'on aurait dû prendre depuis le mois de décembre? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que le gouvernement a eu la pétoche de s'afficher pro-vaccin à une époque où on disait que les Français ne voulaient pas. Vous voyez, c'est cette incapacité à avoir une colonne vertébrale et à assumer les choses qui est très préoccupante. Donc moi je dis au gouvernement, avant de contraindre, s'il vous plaît, essayez de persuader et d'expliquer les choses. Mais vous-même, comment ça se passe dans votre service? On imagine que statistiquement, il y a des soignants qui ne se sont pas vaccinés chez vous. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais je leur dis une chose très simple. Je leur explique les avantages de la vaccination versus les désavantages d'avoir la maladie. C'est ça qu'il faut expliquer aux Français. Si vous dites aux Français, à un Français qui a 30 ans, vaccinez-vous, sinon vous allez mourir. Il va vous dire, mais non, à 30 ans, j'ai peu de chances de mourir. Et il aura raison. Donc ce n'est pas le bon argument. Il y a d'autres arguments. Par exemple, l'argument des Covid longs. Quand vous faites un Covid, vous avez une chance importante, malheureusement, 6 mois plus tard, alors même que le Covid n'est pas grave, de continuer à avoir des symptômes. Et de réduire votre activité. Il y a un travail qui a été publié dans le Journal of Internal Medicine, il y a une semaine, qui montre la chose suivante. Quand vous prenez 150 patients qui ont eu un Covid pas grave, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés à l'hôpital, vous les regardez 6 mois plus tard, un tiers ont encore des symptômes ou une activité qui est baissée, y compris chez les jeunes. Eh bien, expliquez cela et vous verrez, plus on vaccinera. C'est-à-dire que l'exemplarité, elle sera importante. Et malheureusement, le temps file, Philippe Juvin, alors qu'on avait encore beaucoup de questions à vous poser. Deux questions politiques pour terminer. Là, on va parler au maire, à l'homme politique. Des questions se posent autour de la tenue des régionales. Est-ce que pour vous, dans le contexte actuel, les régionales, elles peuvent se tenir? Je crois qu'on a élu le président des États-Unis d'Amérique, qui est un grand pays, en pleine crise Covid. Les Hollandais viennent de voter en plein confinement. Donc oui, ça suffit. Enfin, la démocratie ne doit pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait dans un an? Il y a des élections présidentielles. Si on continue comme ça, on repousse aussi l'élection présidentielle? Non. Les élections, ce n'est pas la variable d'ajustement d'une absence de politique sanitaire. Parce que vous comprenez bien que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas ouvert de lit de réanimation depuis un an, ce qu'il aurait fallu faire. Juste pour préciser, ça veut dire qu'aujourd'hui, mars 2020, mars 2021, il y a le même nombre de lits de réanimation en France. Mais oui, c'est ça qui est incroyable. Et il y a des gens comme moi qui ne cessent de dire qu'il faut ouvrir des lits de réanimation. Et on nous répond cet argument faux qui consiste à dire « Ah oui, mais avec plus de lits de réanimation, on aurait quand même confiné. » Mais bien sûr, tout ça est absurde. Mais aucun bilan n'a été tiré de cette crise depuis mars 2020 ? On voit bien qu'en permanence, on est dans de la com. On ne tire aucune leçon des erreurs. Il y a un an, moi je comprends qu'on puisse avoir été surpris. On a tous été surpris au plan mondial. Mais un an plus tard, on n'est pas prêt sur la vaccination et on n'a pas un lit de réanimation de plus. En fait, on en a 1200 de plus, mais il faut bien comprendre, parce que l'arnaque, elle est là, l'arnaque médiatique, c'est que ces 1200 lits de réanimation en plus, ce sont des lits qu'on a pris ailleurs et qu'on a repeint en lit de réanimation. Mais du coup, ça diminue, ça n'augmente pas la quantité totale de lits, vous voyez, en France. C'est ça qu'il faut Juste comprendre. Puisque vous en avez parlé, la présidentielle, êtes-vous toujours candidat dans votre famille politique? S'il y avait une primaire, êtes-vous favorable à une primaire et prêt à vous présenter? Mais j'ai toujours dit que s'il y avait une primaire de la droite, et d'ailleurs je pense qu'il en faut une, parce que s'il n'y en a pas, c'est la quasi-certitude que nous ne serons pas au second tour. On a bien compris ça, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas de primaire. Pas de primaire égale probablement 2 ou 3 candidats de droite au premier tour, et donc pas de candidats de droite au second tour. Moi, je participerai à la primaire pour 2 raisons. Parce que la primaire, c'est d'abord évidemment un moyen de choisir un candidat unique pour le second tour, mais c'est aussi, souvenez-vous de la primaire d'il y a 5 ans, le moment où on échange des idées, où on confronte des points de vue. Donc oui, le pays est en tel désordre qu'évidemment, il faut s'occuper de la chose publique et qu'avec un certain nombre d'amis, j'aurai des choses à dire. Et vous viendrez nous en reparler. Merci beaucoup. Merci Philippe Juvin d'avoir été notre invité ce matin. Merci Pascal. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, c'est la France à 2 vitesses. Oui, la France à 2 vitesses avec ses 16 départements donc en rouge et confinés. On n'a pas trop compris comment en effet. Et puis le reste du pays avec des départements qui sont pas loin quand même d'atteindre les seuils. Le chiffre de 16, il risque de monter dans la quinzaine qui vient. Donc on voit bien que la question des lits de réanimation est fondamentale. Moins vous avez de lits de réanimation, plus vous devez confiner. Oui, et puis dans un département comme le Gironde,
endurant, où il y a très peu de réanimation, il suffit que ça monte de 5 à 10% et vous êtes tout de suite saturé. Et moi, je suis de Corse, je viens de Corse, et puis je vous assure que la Corse, qui est une île en plus, ça nous fait un point commun. Pas le seul, c'est un vrai sujet. Ce plateau. Ça nous fait un point commun. Merci Philippe Juvin, merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin. On passe tout de suite au Club des Territoires.